Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est regardée par plus de 5,5 millions de personnes à chaque épisode. L'émission de TF1 Koh-Lanta fête cette année ses 20 ans. Pour marquer cet anniversaire, la chaîne a organisé une édition événement. Koh-Lanta, la légende. Les 21 concurrents étaient des visages connus, des fidèles comme d'anciens vainqueurs. Problème, cette édition a été entachée par une affaire de triche, ce qui a provoqué un déferlement de messages de haine sur les réseaux, allant jusqu'à des menaces de mort. Récit de 2 journalistes du service Loisirs et Culture du Parisien, Stéphanie Guérin et Mickaël Jolto-Broda. Stéphanie Guérin, il y a une épreuve qui symbolise Koh-Lanta, c'est celle des poteaux. C'est la toute dernière épreuve de l'aventure, donc c'est celle que visent tous les candidats. Top, c'est parti! Pour l'instant, les plateformes sont relativement larges. À l'image, on a 3 candidats, chacun sur un poteau, qui doit rester en équilibre le plus longtemps possible. Donc il ne se passe pas grand-chose. Pour pimenter un petit peu l'affaire, au bout d'un certain temps, la surface sur laquelle les candidats sont en équilibre est réduite. Et si vraiment ça dure trop longtemps, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il demande aux candidats de se tenir en équilibre sur un seul pied. C'est une épreuve de longue haleine qui commence. Il faut garder son équilibre et résister aux à-coups provoqués par les vagues et le vent. Ils sont 3 et le gagnant pourra choisir parmi les 2 autres qui l'accompagnera en finale, c'est-à-dire qui sera face au jury composé des autres candidats éliminés depuis la réunification, et c'est eux qui vont voter entre les 2 qui sera le grand gagnant de Koh-Lanta. Putain! La victoire pour Christelle! Bravo Christelle! Pour celles et ceux qui ne regardent pas Koh-Lanta, on rappelle l'essentiel. Les aventuriers doivent survivre sur une île déserte plus d'1 mois, sans nourriture ni outils. Il y a différentes épreuves qui permettent d'améliorer son confort ou de gagner une immunité. Immunité qui permet d'éviter le conseil de Koh-Lanta. Conseil où l'on risque l'élimination. Les participants votent pour dire qui doit partir et la sentence est annoncée solennellement par l'animateur de TF1, Denis Brognat. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le gagnant ou la gagnante repart avec un chèque de 100 000 €. Stéphanie Guérin, quelle qualité il faut avoir pour gagner à Koh-Lanta ? Freddy, qui est un des candidats qui a déjà participé 5 fois à Koh-Lanta, avait bien résumé ce qu'il fallait avoir pour pouvoir gagner ce jeu. Ce sont les 4 S. Être bon dans le sport, dans la survie, dans la stratégie et dans le social. Parce que si on a beau être le meilleur sur les épreuves, faire des stratégies de folie, si on se met les autres candidats à dos, jamais on pourra gagner le vote final à la fin. L'émission a été lancée par TF1 il y a 20 ans, précisément le 4 août 2001. C'était un des tout premiers programmes de télé-réalité qui avait été tourné avant même le Loft de M6, mais comme le Loft était en direct, il avait été diffusé juste avant. Donc quand Koh-Lanta arrive, c'est une émission qui est diffusée le week-end uniquement, le samedi et le dimanche, en fin d'après-midi, avec des épisodes plus courts. Et puis surtout, les conditions du jeu n'étaient pas les mêmes. Les candidats avaient du savon, ils avaient de l'huile, ils avaient une hache. Et les épreuves étaient beaucoup moins dures que ce qu'on voit à l'écran actuellement. Stéphanie Guérin, Koh-Lanta, qu'est-ce que ça pèse en termes d'audience ? Depuis 20 ans, c'est vraiment une des valeurs sûres. Il y a eu des éditions qui ont atteint plus de 8 millions en moyenne de téléspectateurs. Encore aujourd'hui, c'est entre 4 et 5 millions, plus 1 million en replay chaque mardi. Donc c'est vraiment un des poids lourds de la grille de TF1. Pour les 20 ans de Koh-Lanta, TF1 a voulu marquer le coup avec une saison particulière baptisée Koh-Lanta, la légende. C'est en Polynésie que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Là, pour la légende, ils ont essayé de prendre la crème de la crème. Donc il y a énormément d'anciens gagnants. Il y a même une double gagnante qui a déjà gagné 2 fois. Et l'idée, c'était de les mettre dans des conditions de survie encore plus extrêmes que d'habitude. Ils n'auront que 2 machettes à disposition, pas de marmite pour faire cuire leurs aliments et des épreuves beaucoup plus dures. On va retrouver beaucoup de classiques de Koh-Lanta, mais toujours plus durs, plus longs et un niveau de dingue avec des candidats surentraînés qui ont tous déjà prouvé qu'ils étaient très très forts dans les épreuves. Qui est-ce qu'on peut citer parmi ces légendes, ces All-Stars ? On a Jade qui avait gagné une fois, finaliste une fois, Laurent qui a gagné une fois, finaliste une fois, et puis après dans les visages presque les plus connus parce qu'ils étaient déjà apparus dans l'île des héros l'année dernière, c'est Claude, évidemment qui n'a jamais gagné mais qui en est à sa 4e participation, Théoura,
5e participation. Sam, lui, c'est que sa 2e, mais il avait marqué un peu les esprits aussi. Quelques outsiders aussi qu'on avait vus récemment, Alix des 4 Terres ou Loïc des 4 Terres également. Les 4 Terres, c'est bien sûr le nom d'une saison. Présentez-nous Théoura, c'est un visage vraiment très connu pour les fans de l'émission. Théoura, il a participé pour la première fois en 2011, donc sur ces 10 dernières années, il a fait 5 éditions. Il avait tout de suite marqué par ses compétences en survie. C'est vraiment ça, parce que comme il a grandi en Polynésie, il a grandi dans la nature, donc sur une île déserte, il est chez lui. Ensuite, il a fait beaucoup rire les internautes parce qu'il est très mauvais en stratégie. Et là, c'est l'aventurier qui est le local de l'étape puisque on se retrouve en Polynésie pour cette édition La Légende. Le héros emblématique de Koh-Lanta est sur ses terres. Il veut faire honneur à son peuple. Un grand merci à vous. À ses racines. Justement, Michael Jotobroda, où précisément est tournée cette édition Koh-Lanta, La Légende ? C'est tourné sur l'île de Taha, un petit peu au nord de Tahiti, donc en Polynésie française. C'est des paysages sublimes avec des plages de jolis sables et des coraux, là où il y a pas mal de poissons d'ailleurs. Et du coup, c'est l'île où a grandi Théoura. D'ailleurs, il voit sa famille faire du feu sur l'île d'en face, là où il a son campement. Mais donc, ils ne sont pas vraiment sur une île déserte ? Ils sont sur des petits motus, c'est des petits îlots paradisiaques, isolés de l'île principale. Il faut savoir qu'il y a quand même l'équipe technique qui travaille juste à côté. Et puis, les soirs du conseil, ils sont sur une île en revanche plus grande, avec des habitations où il y a du trafic. Ils sont emmenés dans des bateaux et dans des cars avec des bâches pour pas qu'ils reconnaissent les lieux. Mais clairement, ils ont juste à faire 10 minutes, 15 minutes à pied pour retrouver des habitations. Et les épisodes sont programmés non pas le vendredi comme d'habitude, mais le mardi. Le premier, Koh-Lanta, La Légende, est diffusé à la fin de l'été, le 24 août. C'est un épisode qui est particulier parce que ça commence par près de 25 minutes d'introduction où en fait chaque candidat arrive un par un sur une plage face à Denis, accompagné par moult images d'archives. Et après tout de suite on les sépare en une équipe masculine d'un côté, une équipe féminine de l'autre. Et c'est les hommes qui ouvrent le bal avec directement l'épreuve du parcours du combattant. C'est-à-dire que c'est un parcours d'épreuve, en fait une course avec différents obstacles. Et là, coup de tonnerre, Freddy, qui est vraiment un des favoris de cette saison, qui était surentraîné, il s'entraînait depuis plus de 2 ans, se blesse, se démêle l'épaule en fait sur l'avant-dernier obstacle. Et donc, les 2 derniers sont Sam et Freddy. Ils auront une voix contre eux. Sauf que Freddy est mal embarqué. Il a très mal à l'épaule et il est évacué vers l'infirmerie. Du coup, il sera remplacé après par Loïc. Donc c'est vraiment le fait marquant de ce tout premier épisode. Michael Joltobroda, on l'a bien compris, l'émission est filmée au printemps, puis diffusée à l'automne. Du coup, quand les diffusions commencent, les candidats sont chez eux, en France. Ils sont tenus au silence pour ne pas tuer le suspense, bien sûr. Mais dès le mois d'août, des informations sur cette édition de Koh-Lanta fuitent sur les réseaux. Tout part d'un ancien candidat, Pascal, qui a été finaliste en 2016 et en 2018. Et il poste sur Twitter l'image du logo Uber Eats. Donc c'est la livraison à domicile de plats. Avec cette légende, cette saison est sponsorisée par Uber Eats, livrée directement par un food truck. Il faut savoir que c'est une référence directe à Théoura qui gagne sa vie avec un food truck. Ça sous-entend qu'il y a une tricherie dans cette édition. Là, il balance une bombe. Cette saison, il va se passer un fait de jeu qui va fausser un peu la donne. Et il y a un autre compte qui va diffuser des informations. Oui, sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle KL, comme Koh-Lanta, et Lix, comme un peu le lanceur d'alerte pour Koh-Lanta. Non seulement qui révèle ces histoires de tricherie, qui balance des noms, et puis ce qui énerve encore plus la production, c'est qu'avant chaque épisode, il révèle aussi qui est le sortant, comment se passe un épisode, donc ça tue un petit peu le suspense. Le 22 septembre, Le Parisien révèle une décision de justice importante concernant ces fuites sur Internet. À la demande de la production, le tribunal judiciaire de Paris dit que tous ceux qui spoilent un épisode seront condamnés à une amende de 1 000 €. Une autre décision que décide la justice, c'est aussi de lever l'anonymat d'autres comptes qui sortaient des fuites. Tout ça dans le but de cadrer la communication sur ce programme. À partir de là, on peut le voir sur le compte Twitter de Pascal, il a effacé toutes les références ou presque à ses posts ultérieurs. Donc voilà, c'est vraiment une pression. Et puis il n'en a pas mis d'autres surtout, donc ça marche. Stéphanie Guérin, les fans de Koh-Lanta, ils parlent de ce qui est sorti sur les réseaux ?
Ça tourne un petit peu, mais pas tant que ça. À ce moment-là, Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice du programme, elle-même balaye un peu les rumeurs du revers de la main en disant « Oh là là, des rumeurs sur Koh-Lanta, il y en a toujours ». Pendant plusieurs épisodes, l'équipe des femmes et l'équipe des hommes s'affrontent, puis elles finissent par être dissoutes. Les aventuriers sont alors répartis en équipes mixtes. Stéphanie Guérin, le mardi 12 octobre, dans le 7e épisode, les participants ont le droit à un vrai repas. Oui, c'est la récompense de l'épreuve de confort. Denis Brognard annonce que ceux qui vont remporter l'épreuve pourront manger une pizza. Alors en fait, 4 pizzas à se partager entre ceux qui restent. Et là, enfin, c'est l'équipe rouge, l'équipe à laquelle appartient Théoura, qui gagne. Les 8 aventuriers ensemble se partagent les pizzas. Les Koroks comptent bien déguster ces belles pizzas appétissantes. On a de l'or entre les mains. Bon appétit, Korok. Bon appétit. Premier vrai moment de confort culinaire chez les Rouges. Le 2 novembre, coup de tonnerre pour beaucoup de fans de l'émission, Théoura se fait éliminer. On est à une étape particulière du jeu qui s'appelle les destins liés, où pendant l'épreuve de confort et l'épreuve d'immunité, tous les candidats sont répartis en binôme. Et donc s'ils gagnent à 2, s'ils perdent à 2. Les votes partent dans tous les sens. Sur 13 votes, au final, il n'y en a que 4 contre Christelle, mais ça suffit à la faire tomber. Et comme Théoura est son binôme, il tombe avec elle. Christelle, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous connaissez la règle des destins liés, Théoura. Vous étiez en binôme avec Christelle qui a obtenu le plus de voix. Par conséquent, vous êtes vous aussi éliminé. Allez récupérer votre flambeau. Il faut savoir que c'est une aubaine pour tous les autres candidats qui rêvaient d'éliminer Théoura, qui est un aventurier redoutable. Là, en votant Christelle, il se protégeait aussi de ce qu'on pouvait dire sur les réseaux sociaux. Il y avait une très forte pression en mode « qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'élimine une légende ?» Donc là, c'était l'occasion rêvée pour sortir Théoura. Parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux, Stéphanie Guérin. Il y a des candidats qui sont très aimés, très populaires, qui ont énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, comme Claude, comme Théoura. Et effectivement, quand on s'en prend à ces candidats-là, et on l'avait vu sur l'île des Héros, quand ils avaient essayé d'éliminer Théoura, eh ben, ce sont des flots d'insultes contre les autres aventuriers qui ont osé s'en prendre à eux. Sauf que c'est la règle même de Koh-Lanta. Comme les autres qui se font éliminer au conseil, Théoura a le droit à une seconde chance. Il va sur l'île des bannis et il peut potentiellement revenir dans l'aventure. Mickaël Zoltobroda, dans l'épisode suivant, diffusé le mardi 9 novembre, ce Théoura reconnaît avoir triché. Théoura dit qu'un pêcheur lui a livré à 2 reprises de la nourriture. C'est une séquence très émouvante parce qu'on voit un Théoura très marqué, on le voit qui pleure. Denis Brognard le relance à plusieurs fois en disant « Pas vous, Théoura, c'est vraiment pas possible ». Alors, vous comprenez ma surprise, ma stupéfaction. Pourquoi vous avez fait appel à une aide extérieure dans ce qu'il y a de plus sacré dans Koh-Lanta, c'est-à-dire la nourriture, que vous devez trouver par vous-même? Comment l'expliquer? Forcément, c'est la faim comme tout le monde. Même moi, je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne sans limite. Ça se finit par son exclusion définitive du jeu. Il n'a pas le droit à une deuxième chance. En revanche, il a la possibilité d'aller sur la maison du jury final où là, il va voter pour le gagnant. Mickaël Zoltobroda, le lendemain, le 10 novembre, vous sortez dans Le Parisien des informations exclusives sur cette affaire. Le titre de votre article, Triche et steak frites à Koh-Lanta. Steak frites, c'est le plat que Théoura a dégusté. Il a aussi dégusté un plat de légumes cuits. Donc il y a eu 2 repas, officiels en tout cas. Ce que ne dit pas l'émission, ce que ne dit pas Denis Brognard, mais ce qu'a dit Théoura après dans des interviews, c'est qu'il a partagé. Nous, on révèle avec qui il a partagé. C'est 2 de ses principaux compagnons. Il s'agit de Sam et Claude, qui, eux, contrairement à Théoura, qui a avoué tout de suite sa faute, il n'y a pas d'image, pas vu, pas pris, et ils vont nier avoir été embarqués dans cette histoire de triche. Le même jour, dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste sur C8, TPMP, l'affaire est évoquée, la productrice de l'émission est là, Alexia Laroche-Joubert. Elle explique pourquoi la production a décidé de n'exclure du jeu que Théoura. Il s'avère qu'on a décidé, et on en a beaucoup discuté, de sanctionner la personne qui avait organisé
en l'occurrence la venue des aliments, et pas ceux qui avaient partagé. Stéphanie Guérin, par ailleurs, l'un des chroniqueurs de TPMP, Gilles Verdez, évoque Christelle, qui a été éliminée en même temps que Théoura. Gilles Verdez sous-entend, ou en tout cas ça a été compris comme ça par une partie du public, que c'était elle qui avait balancé Théoura auprès de la production, ce qui n'était absolument pas le cas. Et dans les jours qui suivent, Christelle est prise pour cible sur les réseaux sociaux. Christelle endosse le rôle de la balance et donc elle reçoit des dizaines et des dizaines de messages, que ce soit en commentaire sur les réseaux sociaux ou par message privé, d'insultes, et elle reçoit même une menace de mort. Stéphanie Guérin, elle vous accorde une interview exclusive le 19 novembre pour Le Parisien et elle annonce qu'elle porte plainte. Il faut savoir que Christelle, en plus, c'est une ancienne policière. Elle sait que s'il n'y a pas de signalement, il n'y a pas d'enquête et jamais on pourra arrêter les instigateurs de ces messages. Pour elle, une menace de mort, elle ne peut pas laisser passer ça. Elle est soutenue par la production ? Énormément. La production soutient tous les candidats à ce niveau-là, les encourage à porter plainte, leur apporte une aide juridique, leur apporte un soutien psychologique. Il y a une psychologue qui est en contact avec les aventuriers et elle les aide aussi techniquement en installant un logiciel qui leur permet de masquer la plupart des messages haineux. La production est ferme face à ces messages haineux, mais en parallèle, Mickaël Zotobroda, elle rappelle aussi à tous les participants de l'émission, à tous les aventuriers, qu'ils doivent garder le silence. Ils essayent par tous les moyens qu'il n'y ait pas d'autres fuites. Il faut savoir que les candidats bénéficient d'une compensation de 2 000 € de clause d'exclusivité. La production envoie un mail à tous les participants pour leur rappeler les engagements qu'ils ont pris au moment de la signature de leur contrat des mois avant. Le 4 décembre, Denis Brognard participe au Face aux lecteurs du Parisien, une interview menée par un panel de nos lecteurs. Il est profondément choqué par le déferlement de haine sur les réseaux. On voit que ça l'énerve. Il est limite à taper du poing sur la table. Il veut vraiment dire stop, que tout ça s'arrête. Il y a une solution, ce serait que les réseaux sociaux type Twitter, Instagram demandent à ce que leurs utilisateurs ne soient plus anonymes mais livrent leur identité pour que déjà ça s'arrête. Et s'il y en a un qui réitère des menaces, soit directement arrêté et puni. De votre côté, vous continuez à travailler sur cette histoire de triche à Koh-Lanta, la légende. Comment vous faites concrètement ? Concrètement, on a noué des liens de confiance avec des gens de la prod, avec des candidats anciens, nouveaux, aussi avec des locaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une centaine de locaux qui ont été engagés sur cette édition. C'est simple de trouver leur nom. Ils sont au générique de fin. Donc on les a contactés sur Facebook. D'autres, on a eu les numéros par des gens sur place. Et à la fin, on arrive à avoir la bonne version avec toute l'histoire. Mickaël Zotobroda, le 7 décembre, vous sortez un nouveau papier avec de nouvelles révélations et vous parlez cette fois-ci carrément de dîner clandestin. Au bout de l'enquête, on apprend que plusieurs candidats, le soir du conseil, ils profitent de ces moments-là où il y a un petit peu moins de sécurité pour se balader dans la nuit et en fait rejoindre un complexe un peu avec des bungalows où ils sont reçus chez un couple d'habitants. À plusieurs reprises, ils ont pu bénéficier de dîners clandestins avec du salé, du sucré, des boissons énergisantes, et ça sans que la prod ne soit au courant. La production annonce, suite à votre article, qu'elle va mener une enquête sur ce nouveau cas de triche. Mickaël Zotobroda, dans ce papier, vous ne donnez pas les noms des aventuriers qui ont participé à ces dîners clandestins. Pourquoi ? On a vu l'impact néfaste que pouvaient avoir les réseaux sociaux sur de telles révélations. Et donc, on a choisi de ne pas donner leur nom. Ils se reconnaissent, ils savent qu'on a l'information, on a tous les noms. On a raconté l'histoire de A à Z. On a trouvé ça suffisant. Stéphanie Guérin, dans l'un de vos papiers sur cette affaire, vous rappelez que des cas de triche sur la nourriture, il y en a déjà eu dès la première saison de Koh-Lanta, il y a 20 ans. Gilles, qui était le gagnant de cette toute première édition, nous avait confié l'année dernière que oui, ils étaient allés essayer de faire les poubelles de la production. Sans avoir trouvé grand-chose, nous avait-il dit. Mais ils ont fait les poubelles. Dès la saison 2, il y a eu un autre cas de triche avec Isabelle au moment de son élimination qui avait dit « bah oui, on avait réussi grâce à un moyen de l'équipe d'avoir un petit peu de nourriture ». Ensuite, nous, on a eu d'autres témoignages, ceux-là plus anonymes, sur un gardien qui aurait donné des cacahuètes lors d'une édition aux candidats à la nuit. Donc c'est régulier, mais cette année, manifestement, ça a pris des proportions assez hallucinantes.
Diffusion et épilogue de ce Koh-Lanta, la légende. Le mardi 14 décembre, Stéphanie Guérin, au-delà du cas de Théoura, qu'est-ce que cette histoire nous montre? Que certains spectateurs sur les réseaux prennent ce jeu trop au sérieux? Au niveau des réactions, oui, ça c'est évident. Ça fait déjà plusieurs saisons que les réactions, ça ne va pas en s'améliorant. Maintenant, TF1 et la production le martèlent et le remartèlent. Koh-Lanta, ce n'est qu'un jeu. Ce sont des candidats qui sont là pour gagner, qui doivent s'éliminer entre eux, qui doivent survivre et qui font tout pour que ça fonctionne. Alors voilà, cette année, il y en a qui ont enfreint les règles, mais encore une fois, ce n'est qu'un jeu. Merci à Stéphanie Guérin et Mickaël Zoltobroda. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou bien nous écrire directement codesource@leparisien.fr.